Je ne veux pas que mes enfants et mes petits-enfants se crèvent au boulot et meurent à 2 ans après le départ de la retraite. On va donner aux enseignants une retraite calculée sur l'ensemble de la carrière. C'est-à-dire qu'ils toucheront, je sais pas moi, 30% en moins, 40% en moins. On va perdre 20-30% sur les pensions, sans parler des jeunes. Cela profite essentiellement à des fonds d'investissement dont on n'a aucune visibilité. Avec une retraite à points, peut-être je partirai juste avant que ça tourne mal, mais j'ai un fils de 23 ans. J'aurais aimé un avenir meilleur pour lui. Trimer toute sa vie, plus de 40 ans, pour toucher 1000 € brut, fait à peu près 900 € par mois. Vous payez un loyer de 300 ou 400 €. Je suis désolée, non. Tout le système de retraite à points, c'est mettre dans les mains du gouvernement toutes les décisions concernant les retraites. Je suis déjà attristée de voir l'âge de départ à la retraite pour mes parents, alors pour moi c'est une catastrophe tout simplement. On va appauvrir toute la société, tous les futurs retraités, donc pour moi c'est injuste. Rien n'est clair dans le plan Macron. En fin de compte, c'est tout le système qui veut le détruire. Le système, les assurances sociales, la sécurité sociale, c'est tout le système. Tout le système. Bonsoir à tous et bienvenue sur notre débat à vrai dire de Deal. On est ravis de vous accueillir dans nos locaux à Montceau-les-Mines pour la première fois. On vous attendait nombreux, mais vous n'êtes pas si nombreux que ça, mais ça nous fait pas peur. On va quand même arriver à avoir une conversation intéressante entre nous, c'est pas grave. Je voulais, dans l'intro, juste rappeler les conditions qui nous ont réunis pour organiser ce débat. En décembre dernier, avant Noël, on écoutait à la radio, à la télévision, la couverture qui était faite des mobilisations contre le projet de réforme des retraites. Et puis moi, j'étais très étonnée, en fait, parce que j'entendais beaucoup les usagers de la RATP ou de la SNCF qui se plaignaient des difficultés pour pouvoir se déplacer. J'entendais, on a un petit problème technique. C'est pas grave, ça va s'arranger. Donc on entendait surtout les usagers qui étaient en difficulté pour pouvoir se rendre sur leur travail, pour pouvoir faire garder les enfants, qui devaient faire appel au covoiturage, des choses comme ça. Mais j'entendais assez peu en fait de citoyens qui pouvaient s'exprimer sur le fait qu'ils étaient satisfaits ou non de ce projet de réforme. Et du coup, nous, on s'est dit, sur Odile, ça fait partie des choses qu'on a envie de défendre, de donner la parole. Et on a été recueillir quelques témoignages à Monceau, que vous avez pu voir au début de ce débat. Et du coup, juste pour rappeler des choses et que les choses soient limpides, on a fait une invitation à tout le monde pour participer à ce débat, c'est-à-dire à des gens qui sont plutôt contre cette réforme ou qui sont aussi pour cette réforme. Alors visiblement, c'est surtout les gens qui sont mobilisés contre, ou en tout cas qui peuvent se montrer critiques, qui nous ont répondu. C'est pas grave, on va faire avec, mais je voulais juste rappeler que tout le monde est bienvenu pour exprimer son point de vue, enfin, voilà, son point de vue. C'est aussi simple et efficace. Et voilà, ça c'est fait. Le titre du débat aujourd'hui, c'était la réforme des retraites point par point. Vous saluerez les jolis jeux de mots. Et puis, je vais vous laisser vous présenter, s'il vous plaît. Avec plaisir. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Je m'appelle Estelle, je suis infirmière aux urgences de Montceau-les-Mines et je suis représentante du collectif Interurgence également. Marie-Claude, infirmière aussi à Monceau, secrétaire du syndicat CGT du centre hospitalier de Monceau. Voilà. Gérard Burtin, alors moi j'ai été maître d'école, instituteur dans la région de Montceau-les-Mines. Je suis un néo-retraité, donc actuellement je profite des bienfaits de la retraite ancien système, on va le dire comme ça. J'anime par ailleurs depuis quelques années l'Institut d'histoire sociale de la CGT en Saône-et-Loire, qui consiste à travailler sur l'histoire sociale et en particulier l'histoire syndicale, bien évidemment, dans notre département, et puis de travailler sur les archives de nos militants et de nos structures syndicales dans la région de Monceau, de Mâcon et de Châlons. Alain Berland, retraité. Donc comme quoi, en fait, les retraités sont intéressés par cette réforme, même s'ils sont déjà retraités. Il y a des jeunes qui arrivent derrière et, quitte à faire, on aimerait bien que leur vie se passe un peu plus sereinement que la nôtre. Très bien. Alors du coup, vous êtes retraité. Peut-être que vous allez pouvoir nous expliquer, juste pour poser les bases de cette discussion, un peu comment fonctionne le système de retraite aujourd'hui, avant réforme. Alors dans le privé, le public je ne connais pas. Dans le privé, on a plusieurs cases. La première, c'est le régime général, d'accord, donc la CRAM. Qui donne une pension mensuelle qui est fonction du nombre de trimestres que l'on a et des sommes cotisées pendant ces trimestres.
On va dire, c'est un calcul qui est quand même mathématique et qui permet d'équilibrer entre les bas, non pas les bas salaires, les bas revenus et puis les hauts revenus. Ça permet d'équilibrer tout ça. Dans un deuxième temps, moi, depuis que j'ai 18 ans, je suis confronté, entre guillemets, au régime à points, puisque les régimes complémentaires sont à points. Et puis voilà, on cotise à partir de 18 ans. Tous les ans, on a un certain nombre de points. On a une valeur de points qui, jusqu'à preuve du contraire, sauf erreur de ma part, n'a jamais baissé. Et bon, tout doucement. Et puis après, il y a un deuxième régime, donc ça c'était l'ARCO. Il y a un deuxième régime qui s'appelle l'AGIR, qui est destiné aux cadres et sur lesquels c'est pareil, on fait des ponctions et on rend aussi une truc par rapport à un nombre de points, une valeur de points. Voilà. C'est ça pour le secteur ensuite privé. La cotisation, elle est sur je sais même plus combien maintenant d'ailleurs. Ça a été 37 ans et demi, c'est passé à 40 ans, à 42 ans. Après, la période de référence est passée de 10 ans à 25 ans. Et puis maintenant, si on part à l'âge où on a normalement le nombre de trimestres, on a une décote, il faut, etc. Enfin, donc c'est un bazar à n'en plus finir, quoi. Voilà. Et dans le secteur public ? Alors, dans le secteur public, c'est globalement quand même un peu le même genre de système, sauf que jusqu'à une date assez récente, il n'y avait pas de retraite complémentaire. C'était un seul régime qui était organisé et géré par l'État. Alors, le système de calcul est plus simple en fait dans la fonction publique, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant et à la période qui me concernait moi, on multipliait le nombre d'années d'annuités effectuées dans la fonction publique par un coefficient, alors qui longtemps a été de 2,5, et puis ça donnait le pourcentage qui permettait de calculer le montant de la pension par rapport à ses derniers salaires. Alors contrairement au public, et ça c'était plutôt un avantage, les salaires, la pension des retraités était calculée sur les 6 derniers mois de salaire, et quand on regarde la façon dont les carrières des fonctionnaires sont organisées, on comprend vite que c'était intéressant parce que les salaires les plus importants, on les a à la fin quand on arrive en bout de carrière. On peut des fois commencer très modestement, ce qui était mon cas. Les maîtres d'école, c'était payé comme un facteur à l'époque, c'est-à-dire pas beaucoup au-dessus du SMIC. Et puis quand on arrive en fin de carrière, en général, le salaire, il a souvent multiplié par 2. Donc le calcul était plutôt intéressant. Suite aux différentes réformes auxquelles on a été confronté ces dernières années, et en particulier celle de 2003 qui nous a directement concernés. Les modalités de calcul ont été rendues moins bénéfiques, c'est-à-dire que le taux, il a baissé. Alors je ne sais plus exactement à combien il est maintenant, mais on est loin des 2,5. Ce qui veut dire que maintenant, quand on part avec une retraite, quand on a fait une carrière de 35 ou 40 ans, on n'est pas sûr du tout, quand on est fonctionnaire, de repartir en retraite avec un taux de renouvellement de 70 ou 75%, ce qui était la garantie dans l'ancien système avant les réformes des années précédentes. Ok. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je vais juste confirmer ce qui vient d'être dit, parce que moi, je suis une future jeune retraitée. Future retraitée, jeune, je sais pas. Faut bien parler dans le micro. Mais je suis en retraite dans 2 mois et je confirme, c'est-à-dire que je vais repartir alors que j'ai une carrière complète et entière dans la fonction publique hospitalière et j'aurai à peu près 68% de mon dernier salaire de base. Ce qui fait quand même une grosse différence entre mon salaire actuel et ma pension. Voilà. Et par contre, ce que je voulais juste compléter, c'est qu'on est passé, nous aussi, avec un petit système de retraite complémentaire obligatoire. C'est-à-dire qu'en fait, dans la fonction publique hospitalière, notamment, nous avons pas mal de primes. Primes sur les dimanches, différentes primes. Et ces primes-là, jusqu'à maintenant, donc, ne sont pas intégrées dans le salaire, bien sûr, mais ne comptaient pas pour les cotisations retraite. Donc, dans les dernières réformes, on nous a ponctionné, mais c'est pas de façon volontaire, de façon obligatoire. On cotise de façon obligatoire un petit pourcentage pour une retraite additionnelle. Donc moi, je pars là, j'aurai 58 ans, je toucherai ça qu'à 62 ans. Par contre, c'est une infime partie, mais n'empêche que on rejoint le système privé de plus en plus. Et puis là, avec ce qui nous est promis par Monsieur Macron, on va vraiment les rejoindre. Voilà. Estelle ? Moi, j'ajoute juste une petite chose au niveau des femmes. Je voudrais juste dire 2-3 chiffres. C'est que les pensions féminines sont inférieures à 25% à celles des hommes actuellement, de par les carrières hachées, de par en fait les congés
parentaux, le congé maternité. Et sur celles qui sont pensionnées, dans 37%, elles gagnent moins de 900 €. Et avec ce que nous annonce M. Macron, ça va être encore pire. D'où encore une perte d'autonomie, une dépendance encore plus à son mari. Donc on rejoint des paroles qui ont été dites à la télé, je ne sais pas si vous en rappelez, comme quoi il ne fallait pas divorcer ou des choses comme ça. Divorcer, c'est mal. Voilà. D'accord. Non, mais enfin. Mais voilà, on en arrive à des situations vraiment, vraiment critiques. Du coup, cette réforme, ça fait un petit moment qu'elle se prépare et qu'on l'annonce, même si on n'avait pas tout à fait le détail de ce qui allait être proposé. Comment elle arrive, en fait, cette réforme ? Est-ce que c'est parce qu'on est au pied du mur et que dans quelques années, on ne pourra plus financer les retraites des néo-retraités qui vont arriver sur le marché, entre guillemets ? Pourquoi, en fait, il y a une nécessité à changer le système tel qu'il est ? Alors, une nécessité, ça c'est le gouvernement qui le dit, qui prétend qu'il y a effectivement la nécessité à faire évoluer les choses. Alors, en partie, il n'a d'ailleurs pas complètement tort, parce qu'on a pu le mesurer au travers de nos éléments, mais même le système ancien, on va le qualifier comme ça, qui est encore en exercice actuellement, il ne remplit pas quand même malgré tout tous les objectifs qu'avait pu donner d'ailleurs à l'origine Ambroise Croizat, qui était le ministre qui en 45 et en 46 a construit ce système de protection sociale, qui consistait à dire que on allait mettre les anciens, les vieux travailleurs, c'était le terme qu'on utilisait, on allait les mettre en sécurité sociale au moment où ils prendraient leur retraite, en leur assurant une vie digne, alors que jusqu'au milieu du XXe siècle, la plupart des travailleurs, ils partaient avec pas grand-chose. Il y avait un système d'assurance retraite qui existait déjà, des lois avaient été passées en 1910, mais elles étaient d'une part peu appliquées, puis avec un taux qui était un taux à capitalisation, donc qui était souvent de l'argent perdu. Donc en fait, ils partaient parfois avec vraiment pas grand-chose, même souvent rien. Donc en 1945, quand on a mis en place ce système-là, l'objectif, il était vraiment de donner un niveau de vie, une qualité de vie, sortir les retraités, les vieux travailleurs, pour qu'ils puissent de la misère, pour qu'ils puissent finir dignement leur jour. Alors, il faut bien dire que le système, il a plutôt rempli dans un certain nombre d'années son rôle, puisque le pouvoir d'achat, la capacité de vivre des retraités a très nettement augmenté dans les années 50, 60 et 70. Maintenant, on dit d'ailleurs même que les générations des retraités dont je fais plus ou moins partie maintenant, ont le niveau de vie le plus élevé de toutes les générations de retraités qui sont partis à la retraite ces dernières décennies. Mais il n'empêche quand même que le système, il ne répond pas à toutes les attentes, il ne règle pas les inégalités, les inégalités, par exemple avec les femmes qui sont les plus criantes, ça c'est évident. Les femmes, c'est un salaire moyen, ont 25% de moins en salaire pendant toute leur vie, et quand elles sont en retraite, la moyenne c'est 42% de moins. C'est-à-dire la mise à la retraite de beaucoup de travailleuses, ça a comme conséquence directe une paupérisation systématique. Alors ça, le système ancien, il n'a pas réglé ce problème-là, ça c'est évident. Et puis, il n'a pas non plus réglé le problème des carrières qui sont hachées. On peut rappeler ce qu'on appelle des carrières hachées, pour ceux qui ne le sauraient pas ? Alors, c'est souvent, encore une fois, les femmes qui en sont les victimes, mais pas uniquement. Ce sont tous les gens qui ont des carrières qui ne sont pas ou linéaires, ou alors qui ont eu des périodes de chômage importantes, ou des périodes de maladie longues, pendant lesquelles éventuellement ils n'ont pas été salariés, ou ils ont perdu leur emploi, ils ont dû changer d'entreprise. Donc, c'est des aléas qui sont souvent importants et qui ont comme conséquence des salaires qui vont à la baisse. Et notre système ancien, ça, il n'a pas réglé ce problème. Et c'est peut-être d'autant plus cohérent d'y réfléchir, dans le sens où c'est quand même de plus en plus courant aussi d'avoir une vie de travailleur avec des orientations différentes, avec des périodes de chômage et puis de contrats précaires, c'est-à-dire de contrats courts, ou d'enchaînement de contrats, puis de période de chômage, en intermittence entre les deux. Vous vouliez rajouter quelque chose ? La personne qui travaillait toute sa vie dans la même société, faisait sa retraite complète, ça fait déjà 15 ans que ça n'existe plus bien.
Et maintenant, ça devient des oiseaux rares, quoi. Il va falloir les empailler parce que c'est pas possible, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Hein. Aujourd'hui, les carrières hachées, ça sera le quotidien de tout le monde, je pense. Hein. Il faudra changer de métier. Alors on disait quand j'avais 20 ans qu'on aurait 3 métiers différents dans une vie professionnelle. Aujourd'hui, je pense vraiment qu'on serait plutôt du côté de 8, 9, peut-être même 10 selon les zones où on travaille. Aujourd'hui. Alors ça, moi je le juxtapose au fait que sur Terre, on n'a jamais trouvé autrement que de payer quelqu'un pour un boulot pour pouvoir le faire manger. Et ça, je me dis, ce principe-là, au point de départ, on l'a carrément oublié. Et puis, la deuxième chose qui, pour moi, est réellement fondamentale, on a passé une énergie, tout le monde a passé une énergie, parce que ça devient énorme comme problème, on a passé une énergie terrible à essayer de faire comprendre à des gens qui, malheureusement, ils doivent avoir des problèmes d'audition, que c'est pas possible de travailler sur les retraites et ne jamais travailler sur l'emploi. Parce que si on avait, comme dans les années 70, quasiment le plein emploi, des gens qui ne veulent pas travailler, il y en a tout le temps eu. Hein. Donc, si on avait quasiment le plein emploi, avec des chiffres du chômage qui ne soient pas tronqués parce que ceci, parce que cela, parce qu'aujourd'hui, vous avez mis un pantalon blanc, donc vous n'avez plus droit à vos allocations. Donc, si on restait dans la réalité, on arriverait à dire, ben voilà, il faut réellement mettre un frein à toutes les sociétés qui partent vers l'étranger parce qu'il n'y a personne en France qui est capable de les reprendre. Il ne faut pas oublier que toutes les grosses sociétés, avant, elles étaient petites. Hein. Donc il faut revenir à de l'emploi, à du travail. Et si on a de l'emploi, du travail en France, et qu'on s'occupe en plus à côté de ça des inégalités, parce que dans la même société, par exemple, un maçon qui va construire des murs et puis le comptable qui va compter les sous de la société, ça peut pas être la même retraite. Il faut avoir des pots de saucisson devant les yeux pour pas le comprendre, ça. Et donc, tout le monde a le droit après son travail, a le droit de se reposer dignement. Et je pense que c'est quasiment, on l'a oublié. On a oublié que le point de départ, c'est l'emploi, c'est pas les retraites. Après, on peut s'occuper de l'égalité dans les retraites. Du coup, ça sera peut-être une des choses dont on pourra discuter en conclusion, peut-être de notre discussion sur des possibilités d'imaginer des pistes alternatives à ce qui est proposé si c'est pas convenable ou satisfaisant. En attendant, vous parliez d'inégalité. Cette réforme a été annoncée comme une réforme de système universel. Qu'est-ce que vous pensez de cette appellation ? Est-ce que c'est réellement une volonté d'uniformiser les inégalités, d'éliminer les inégalités par rapport à ces parcours de travailleurs qui sont différents, ou est-ce que c'est un effet d'annonce et en fait on n'aura pas plus d'égalité dans ce système proposé ? Non seulement on n'aura pas plus d'égalité dans le système proposé, mais ça va même creuser les inégalités qu'on a évoquées. Celle des petits salaires, celle des salaires des carrières hachées, celle des femmes, celle aussi des salariés qui travaillent, des travailleurs qui sont dans des domaines avec énormément de pénibilité. Et on sait bien que la pénibilité, quand le port des charges lourdes, la fréquentation le travail dans des entreprises où on manipule des produits chimiques qui peuvent être dangereux pour la santé, le travail de nuit, tout ça, ce sont des éléments de pénibilité qui ont comme première conséquence de réduire l'espérance de vie. Hein. Alors même que ce fameux taquet de l'espérance de vie, ce fameux élément d'espérance de vie, est un des éléments sur lesquels il s'appuie. C'est un des arguments, la prolongation de l'espérance de vie. Justifier ce qu'il nous propose. Alors que c'est par le biais de la reconnaissance de la pénibilité qu'on peut travailler et puis résoudre une partie de ces inégalités-là, d'où d'ailleurs l'existence d'un certain nombre de ces fameux régimes spéciaux qui font tant dire de choses, alors même d'une part qu'ils concernent au bout du compte très peu de salariés, c'est à peine plus de 3% des salariés qui sont concernés, qui font partie de ces régimes, spéciaux. Hein. C'est-à-dire en fait peanuts dans la cohorte des salariés, des travailleurs. Il faut savoir que 80% des travailleurs sont au régime général. Hein. Donc, j'ai évoqué 3% qui n'y sont pas. La différence, c'est les fonctionnaires. Donc, ça veut dire que la grande majorité, l'immense majorité des gens sont déjà dans le même système.
Alors, quand on parle de système universel, le système universel, il est là. C'est celui-là. C'est le régime général. Et puis, pour finir sur cette chose-là, ce dont il faut bien se souvenir aussi, sans doute, parce que ça permet d'apprécier pourquoi les propositions qui nous sont faites de ce fameux régime à points, parce que le problème fondamental, il est là quand même. Il faut qu'on parle, qu'on essaye d'expliquer un petit peu ce fameux régime à points. C'est que une donnée qui était absolument incontournable dans le régime qu'on va continuer à qualifier d'ancien, ou le régime actuel, celui qui est encore en exercice, c'était la solidarité entre les générations. C'est-à-dire que les plus jeunes, les actifs, finançaient un régime avec lequel on finançait les pensions des plus âgés, donc une solidarité intergénérationnelle. Comme on en a une, par exemple, aussi, de solidarité entre les gens qui sont non malades, qui sont en bonne santé, et les gens qui sont malades. Puisque, d'une manière générale, ce sont les gens qui sont en bonne santé et qui travaillent, qui peuvent donc cotiser au régime de sécurité sociale et qui financent, qui payent par solidarité les frais engagés pour soigner les gens qui sont malades. C'est le même genre de solidarité. Alors, ce système-là, il est intrinsèque à la construction du système de protection sociale, et c'est ce qui, peu ou prou, permet de régler en partie ces grandes inégalités qu'on évoquait. Alors, je le répète, certes, ça ne va pas assez loin, certes, il y a encore beaucoup de choses à régler et à améliorer dans ce système-là, mais il y a une chose dont on peut être certain, enfin, tout au moins, on est quand même un certain nombre à le croire et à l'avoir compris, c'est que le système à points, il ne répond absolument pas à ça. Le système à points, il veut dire simplement qu'on individualise les carrières de chacun. C'est-à-dire que chacun va cotiser, va payer pour soi, et puis son passeport à lui. Puis chacun pour sa pomme, et surtout pas pour la pomme du voisin. C'est vraiment le principe. Marie-Claude, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le système de retraite à points ou pas ? Bah si, mais je crois qu'il a à peu près tout dit. C'est-à-dire qu'effectivement, ça suspend complètement la notion de solidarité. C'est-à-dire que ça n'existe plus. Donc est-ce qu'on peut expliquer concrètement comment ça fonctionne ? Parce qu'on l'a fait pour le système ancien ou actuel. Sur ce nouveau système, comment ça va fonctionner en fait ? En fait, on va payer des cotisations qui vont nous donner un certain nombre de points. Et quand on sera à la retraite, on va faire le total de nos points et on va nous donner une pension qui va correspondre au nombre de points. Sauf que le point d'achat n'est pas forcément le point de... on va pas dire de revente, mais le point qu'on aura à la retraite. Et surtout qu'on a aucune lisibilité. C'est-à-dire que c'est un petit peu, j'ai envie de dire, si on peut faire un comparatif, comme le livret de caisse d'épargne. C'est-à-dire que il y a 10 ans, vous mettiez 3 sous sur un livret de caisse d'épargne, ça vous rapportait 4%. Et puis, vu l'inflation, vu plein de choses, au 1er février, on va passer à 0,5%. Donc là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on résout pas le problème. Si on dit qu'on augmente la durée que c'est dû en partie par l'allongement de la durée de vie. Alors déjà, je voudrais juste préciser qu'on oublie tout le temps de dire l'allongement de la vie, mais en bonne santé. Parce qu'en fait, les dernières statistiques, c'est 63,5 pour les hommes, je crois 64,5 pour les femmes, en sachant qu'on a dû perdre quelques mois, que les hommes ont gagné quelques mois. Mais donc, l'écart entre nous se rétrécit, et puis se rétrécit pas du tout en notre faveur, nous les femmes. Donc ça, c'était le petit aparté. Donc à un moment donné, on n'a aucune sécurité que les points que j'ai achetés aujourd'hui, effectivement, je les retrouverai demain. Il y aura un allongement de la vie, certes. Après, je rejoins... on n'a aucune visibilité sur le travail aujourd'hui. Et c'est-à-dire que moi, je veux bien que sous prétexte que la santé s'est améliorée, que les gens vivent plus longtemps en bonne santé, qu'on doit être solidaire, je veux bien qu'on tente peut-être à travailler un peu plus longtemps. Mais il y a un moment donné, dans certains métiers, on ne pourra pas. Enfin, je veux dire, moi, je peux parler des choses que je connais bien, c'est-à-dire que l'hôpital, le métier le plus dur à l'hôpital, je pense que ce sont les aides-soignants. Ils sont déjà en général en arrêt de travail bien avant le moment d'être en retraite. Ils ont les épaules fracassées, ils ont le dos fracassé. À quoi ça va servir de les emmener de les obliger à travailler au moins jusqu'à 65 ans, parce que physiquement, ils ne pourront plus. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Ces gens-là, ils vont être en arrêt de travail ? Donc, est-ce que c'est normal d'être en arrêt de travail et de finir sa carrière comme ça ? Non. Je pense surtout qu'on va les éliminer du système, c'est-à-dire qu'on va les mettre en retraite pour invalidité. Donc, ils vont toucher une pension de misère jusqu'à la fin de leur jour. Donc, il y a un moment donné, ça donne vraiment l'impression de se débarrasser des gens. Et puis là, si on rejoint un peu la discussion de tout à l'heure du secteur de l'emploi,
On a aussi de plus en plus de seniors qui se retrouvent en dehors du marché de l'emploi, qui ont de plus en plus de difficultés à accéder. Voilà, il y a des quand même de vraies réalités pour trouver un travail aujourd'hui. Quand on a plus de 50 ans, c'est pas forcément chose simple. Du coup, ces gens-là vont aussi être exclus. Tout à fait. D'une cotisation optimale, on va dire. Bien sûr. Et tant qu'on sera là, les vieux, entre guillemets, ça veut dire que derrière nous, les jeunes, ils rentrent pas, quoi. Là, c'est pareil. L'exemple de l'hôpital, que ce soit à Monceau ou ailleurs, c'est-à-dire que on continue on doit travailler jusqu'à ce qu'on doit, à l'âge à laquelle on pourra partir. Donc déjà, par exemple, un infirmier qui avant pouvait prétendre à partir à la retraite de façon anticipée en lien avec la pénibilité. Donc les nouveaux depuis 2011, par contre, on rejoint le régime général, c'est-à-dire qu'ils ne partent pas avant 62 ans. Donc déjà, entre 57 et 62, il y a déjà 5 ans de perdus. Pour un salaire une différence de salaire qui est vraiment minuscule. Et tous ces gens-là, à un moment, ils pourront plus être dans les services. C'est plus possible. Alors, on fait quoi ? On les met dans un placard. Et pendant ce temps-là, on a des jeunes qui viennent, qu'on garde sous contrat pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Et puis, qui n'ont pas la possibilité de constituer leur passeport pour la retraite. Oui, ni leur carrière. Et puis tout ni simplement. l'emploi, juste au quotidien. Oui, et juste leur vie, simplement leur vie sociale, leur vie de famille, etc. Parce que tout ça, tant qu'on n'a pas, dans la fonction publique, on ne connaissait pas le CDD. Ça aussi, ça participe à tout ça, parce qu'on disait tout à l'heure, évidemment, on manque de revenus, mais effectivement, il y a beaucoup moins de cotisations sociales, puisque les gens ont des emplois beaucoup moins bien rémunérés, donc forcément, ils cotisent moins. Donc forcément, ça fait moins d'argent pour la Sécu, ça fait moins d'argent pour la retraite, etc. Et donc, ces gens-là, ils sont pénalisés dans tous les sens. C'est-à-dire qu'au départ, ils ont un début de carrière qui est lamentable, et ils auront une fin de vie qui sera lamentable, parce qu'en fait, ils n'auront jamais travaillé, ou tout au moins, ils n'auront jamais été rémunérés à la hauteur de ce qu'ils ont travaillé, puisque ils sont juste des contractuels, tout simplement. Et celle, tu voulais rajouter quelque chose ? Non, je voulais dire que oui, la précarité des contractuels, elle est véritable, quoi, hein, même en étant infirmière. Si on gagne 1600, on va dire 1600 quand on commence, 1600 € par mois quand on commence, même si on gagne 1600 € par mois quand on commence, on ne peut pas acheter une maison parce qu'on est en CDD, on ne peut pas faire un prêt pour une voiture parce qu'on est en CDD. Donc c'est vraiment la précarité. Donc ça va être la précarité des jeunes travailleurs et ça va être la précarité de ceux qui vont être en bout de course. Comme disait Marie-Claude, on va les mettre dans des placards où ils seront en arrêt et ils auront une misère de retraite et de... Comment tu appelles ça ? Quand on est en arrêt. Pardon. D'invalidité. Donc c'est la précarité dans les deux bouts, en fait. Et pourtant, on nous explique qu'en fait, avec ce système, on aura un minima de retraite garanti. Vous n'êtes pas d'accord ? Non, mais c'est pas ça. Mais ce qui m'affole, moi, dans ce qu'on nous présente actuellement, c'est qu'on fait de la prospective sur un emploi qui permettra de payer des gens en retraite. Et cette prospective, elle est basée sur quoi ? Sur des calculs de gens dans leur bureau qui pensent qu'il y aura tant de personnes qui vont travailler en 2057. Ça me fait ça paraît complètement fou, quoi. Aujourd'hui, on entend la télévision, c'est pas forcément le bon modèle, mais on entend à la télévision que y a des sociétés qui se targuent d'employer des gens qui ont 62 ans, 65 ans, 67 ans et tout, mais bon sang, mais qu'on utilise ces personnes-là pour un savoir qu'ils ont de manière à le transmettre à des jeunes, etc. Oui, d'accord, mais même en faisant ça ne doit pas être en tant qu'employé. Il faut laisser la place aux jeunes, il faut les laisser bosser, il faut les laisser faire leur vie, et qui plus est avec un peu d'argent de manière à pouvoir vivre correctement. Et on inverse, si vous voulez, on allume des feux, on nous fait des machins, et au milieu de tout ça, on nous fait parler de la retraite, alors qu'en fait, il faudrait parler de l'emploi, on nous fait parler des hôpitaux en parlant de rentabilité. Alors, je sais pas quel est l'individu qui a trouvé un moyen de mettre de la rentabilité sur un hôpital. C'est pas fait pour ça. C'est le même. Oui, non mais ça avait déjà commencé un peu avant. J'ai bien une idée. Mais quelque part, le bon sens, il est plus dans ce que les gens ont dit tout à l'heure. Le bon sens, il est dans la rue. Il est plus chez nos représentants. Je sais pas ce qu'ils ont, mais je sais pas comment ils vivent, ces gens-là. Ça paraît. Et en plus, ils y vont là. Et puis quand j'entends pendant 3 semaines des gens qui arrivent à dire bon, alors de toute façon, l'âge pivot, quelle belle invention ça, l'âge pivot qui faisait pas partie des premiers trucs, l'âge pivot, bon, 62 ans, bon, alors d'accord, on va s'en occuper et tout.
3 jours après, il y a une réunion gouvernementale, hein, et là, on nous annonce, l'âge pivot, c'est 65. Je ne sais pas dans quel monde on vit. Il n'y a plus de bon sens. Hein. Est-ce qu'on peut expliquer Et on ne sait pas ce que ça va coûter. Je m'excuse. Pour finir, l'histoire de dire il faut qu'à telle époque on soit capable de payer les retraites de tant de personnes et tout. On sait, le calcul, il est. Pour le moment, on n'a pas de garantie. Non seulement il n'y a pas de garantie, il y a peut-être même de grossières erreurs sur le calcul. On ne le sait pas. D'ailleurs, vous ne le trouvez pas, le calcul. On vous dit, on a rééquilibre en 2027. Vous rigolez? C'est bâti sur quoi? Sur le fait que d'un seul coup, Olean, là, on va les faire passer en Pologne, ou les machins. On a de moins en moins de sociétés, on a de moins en moins de gens qui bossent. Je reste sur ça parce que pour moi, après, il y a des choses à faire. Oui, il y a des inégalités, il y a des gens qui gagnent trop peu en début de carrière, et puis, il faudrait mieux qu'ils gagnent un peu plus en début de carrière, que la pente, elle soit pas comme ça, mais comme ça, ce qui permettrait de mieux gérer une carrière complète. Mais là, on n'est pas là. C'est l'antithèse, hein. C'est l'antithèse. Peut-être pour répondre précisément aussi à cette histoire de retraite à points, et puis qu'est-ce que ça confine à l'escroquerie en fait, hein, cette affaire-là. D'autant plus que on le sait que ça risque de dégénérer pour le montant des pensions, parce qu'on a déjà l'exemple qu'a évoqué tout à l'heure monsieur, c'est-à-dire l'exemple des retraites complémentaires, qui sont des retraites à points. C'est le système, hein, c'est ce système-là. C'est-à-dire que le système ARCO-AGIRC, qui sert à compléter, qui est un complément qui a été mis en œuvre. Le premier, c'est l'AGIRC. Dès les années qui ont suivi, alors la fin des années 40, alors je dirais 48 ou 49, je ne sais plus trop exactement l'année, quand les cadres à l'époque ont constaté que le régime général qui était en train d'être mis en place aurait sans doute comme conséquence première de faire baisser très nettement leur pouvoir d'achat. Alors, c'était une catégorie de salariés qui était bien mieux payée que les autres, donc ils estimaient, sans doute avec juste raison quand même, qu'il ne serait pas normal qu'une fois arrivés à la retraite, ils subissent une perte de pouvoir d'achat très importante. Donc du coup, on a mis en place, c'est le patronat d'ailleurs qui a mis en place ce système de cotisation complémentaire, donc une cotisation supplémentaire, mais le système, il n'est pas du tout un système à répartition et à annuité comme le système du régime général, il est un système à points. Or, ce qu'on peut constater quand même avec le système à points ARCO et AGIRC, c'est que sur la période des 20 dernières années, puis c'est pas des chiffres que j'invente, hein, ça, on les trouve à l'INSEE, il n'y a aucun problème, hein, vous tapez, puis ça sort tout. Dans la période des 20 dernières années, la perte du pouvoir d'achat des points, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire la valeur auquel on va vous les resservir. Ces points, ils ont perdu pour la GIRC 8% sur les 20 ans et pour l'ARCO plus de 5%. Donc c'est bien la preuve que, sans que personne ne s'en rende compte, parce que je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup, même dans la salle et même nous, moi je l'avais un peu découvert aussi un peu incidemment, parce que ça ne saute pas aux yeux, mais juste parce que on ne remet pas au niveau, où on n'actualise pas, où on ne remet pas, on n'aligne pas par exemple l'indemnisation, l'augmentation sur l'évolution de l'inflation. Et puis à la fois, on n'est peut-être pas, quand on est au début de sa carrière, déjà à anticiper, à aller regarder régulièrement une simulation pour savoir combien on va gagner en retraite. Et puis, sur l'histoire du système à points, parce qu'il y a une formule que nos gouvernants ont beaucoup utilisée, et puis Macron, c'est là-dessus qu'il a commencé, en disant que ça serait un système juste parce que 1 euro cotisé donnera lieu au même droit pour tout le monde. Mais c'est une ineptie, cette affaire-là. Alors pourquoi ça colle pas ? Parce que l'euro cotisé par le SMICAR, il n'a pas du tout la même valeur que l'euro cotisé par celui qui est à 10 000 euros par mois. Vous imaginez bien ce que ça peut vouloir dire pour un SMICAR, mettre 20% de son salaire, par exemple, sur de la cotisation salariale. C'est un véritable effort. Ça ne veut pas dire du tout la même chose que pour celui pour lequel ces 20% laissent au quotidien une valeur absolue de salaire beaucoup plus importante. Donc, ça ne veut pas dire du tout la même chose. Ça ne veut pas dire non plus la même chose en début de carrière et en fin de carrière, parce que la plupart des gens, ils sont quand même un peu mieux payés en fin de carrière qu'en début de carrière. Alors,
nonobstant tout ce que vous avez dit, parce que c'est vrai que ça peut devenir de moins en moins vrai. Et puis, donc, on voit bien que c'est pas une idée qu'il faut défendre ça. Il n'est pas question que ça donne les mêmes droits. Il faut mettre un système où il faut améliorer le système actuel qui, lui, permet de faire en sorte que l'euro qui va être cotisé par le SMICAR, il lui amène plus de droits que l'euro qui est cotisé par celui qui a un salaire qui est 5 ou 6 ou 10 fois plus important que le SMICAR. Et le système actuel, il permet ça. Du coup, si on va encore plus loin, est-ce que peut-être c'est un peu ça va être mal de dire ça, mais est-ce que c'est une manière déguisée d'orienter en fait nos systèmes de retraite vers une responsabilisation de chacun, de devoir faire l'effort sur son propre quotidien, son propre pouvoir d'achat, voilà, aller vers des fonds de pension, aller vers des solutions privées. Est-ce que c'est un peu ce qui est en train de se passer de manière déguisée ou pas tant? Je crois qu'on peut le dire. On peut le dire. Vous avez vu l'incidence des fonds de pension aux États-Unis, ce que ça a fait. Hein. Ils ont investi sur des sociétés françaises, ceci et cela, ailleurs, etc. Au bout d'un moment, il y en a quelques-unes qui se sont cassées la binette parce que il y a eu des problèmes. Et il y a des gens qui ont cotisé toute leur vie à qui on a dit, écoutez, on peut rien vous donner puisque finalement vos actions elles valent peanuts maintenant et c'est fini, quoi. Alors on est bien embêté parce qu'aux États-Unis, on peut avoir un travail qui consiste à remplir les sacs en bout de caisse. Maintenant, s'il n'y en a plus de caissière, nous en France, ça va être compliqué d'avoir ce genre d'emploi. Merci d'avoir souri à ma blague. On nous annonce aussi qu'on peut économiser 8 milliards d'euros sur les régimes spéciaux, notamment. Ça, c'est une ineptie ou quoi? Enfin, on peut économiser partout. On peut économiser sur les salaires de nos députés, de nos sénateurs. On peut économiser partout. Non, mais ça veut rien dire. Le problème, il est vraiment pas là. On amuse le monde avec ça. Les économies à échelle nationale ou à échelle d'une année, ça représente quoi? Les gens, on va leur expliquer qu'ils vont gagner. Vous vous rendez compte? Vous allez gagner 1000 euros de plus dans l'année. Les gens divisent par 12, déjà, ça change déjà un peu le truc. Puis ensuite, pendant ce temps-là, la vie, elle a augmenté. Le pétrole brut n'a jamais été si bas et le prix à l'essence, le prix à la pompe n'a jamais été si haut. Vous vous rendez compte quand même, on est à plus d'1,50 €, c'est-à-dire 10 francs. 10 francs à un litre de carburant. Et tout est comme ça. C'est du sens unique. Comme disait un de mes copains, pile je gagne, face tu perds. Tout à l'heure, Laetitia, tu nous interrogeais sur les fameux... plancher de 1000 euros. Ta question, c'est ça. Je crois qu'on n'y a pas trop répondu, mais en fait, si. Oui, est-ce qu'il y a une garantie d'un revenu minimum, une retraite minimum? Mais c'est aussi une escroquerie, cette affaire-là, parce que ce qu'oublie de dire, déjà, d'une part, le gouvernement, c'est que c'est conditionnel, tout ça. C'est-à-dire que dans le cas où quelqu'un a une retraite complète avec toutes les annuités pour lesquelles on est censé cotiser, dans ce cas-là, on a la garantie de ne pas avoir une pension inférieure à 1000 euros. Ce dont il faut quand même se souvenir, c'est que cette histoire des 1000 euros, c'est pas nouveau, ça date de 2003. C'est-à-dire qu'au moment de la réforme des retraites de 2003, dans la loi, puis prenez le temps d'y retourner, il y avait un article de cette loi qui le disait déjà, c'est-à-dire qu'on garantissait qu'il n'y aurait pas de retraite à moins de 1000 euros. Alors ça amène deux remarques. La première, c'est que ça n'a jamais été mis en place. Non seulement ça n'a pas été mis en place, mais il y a un député dans le courant de l'année dernière ou de l'année d'avant, je ne sais plus trop, qui avait cherché à proposer un amendement pour le faire réappliquer. Ça a été repoussé par le gouvernement. Il a refusé que l'amendement soit présenté. Donc on voit bien que il peut quand même y avoir une escroquerie ou un mensonge là derrière. Puis il faut quand même se souvenir aussi que 1000 euros, mais c'est en dessous du seuil de pauvreté. Le seuil de pauvreté en France, il est, alors je ne le connais plus exactement, mais il est autour de 1060 euros, je crois. C'est 1040 euros, 1060 euros. Rendons-nous compte un peu de cette ignominie qui consiste à garantir aux futurs retraités une retraite dont le minimum, dont le taux le plus bas, plongera quand même les personnes en dessous du seuil de pauvreté. Enfin, c'est inconcevable, inadmissible comme démarche et comme proposition.
Estelle, est-ce que tu as fait le test, toi, Alors, avant réforme, après réforme? Alors, j'ai fait... Si on peut avoir un cas concret pour illustrer. Non, j'ai pas fait un test, mais alors j'ai un petit truc sur mon téléphone qui m'a bien fait rigoler, en fait. Sur le site du ministère de la Santé, il parle d'une Marie, infirmière née en 2002, a commencé à travailler à 23 ans en 2025 et a pris sa retraite en 2068. Un revenu équivalent à 30 000 euros par an tout au long de sa carrière, c'est-à-dire 2 500 euros par mois. Tout au long de sa carrière. Eh ben, non, en fait, ça n'existe pas. On ne commence pas à 2 500 euros, une infirmière, et elle n'y arrive peut-être même pas à 2 500 euros par mois à la fin de sa carrière. Moi, je suis en fin de carrière, hein, c'est clair. J'ai 2 650 bruts, ce qui me fait à peu près 2 300 nets, à peu près. Enfin, je dirais, les grilles, en plus de la fonction publique, elles sont publiques et elles sont consultables par tout le monde. Donc, c'est facile de se rendre compte qu'à un moment donné, on nous amuse. Alors, évidemment, quand on dit 2 650 euros bruts, c'est pas... Voilà. Mais pour travailler les dimanches, les nuits, tout au long de l'année, les fériés... la pénibilité, enfin, je trouve pas que ce soit... Je n'ai pas le sentiment d'avoir excroqué tout le monde pendant toute ma carrière. Et puis ça, c'est ces dernières années, là, quand je suis en bout de carrière, quoi. Et c'est au bout de 37 ans et demi, 38 ans, quoi. Bon. Moi, j'ai fait le calcul pour une collègue qui est célibataire avec 2 enfants. Si elle va jusqu'à 57 ans, alors elle a été diplômée en 2006, donc elle a commencé à travailler en 2006. Hein. Si elle va jusqu'à 57 ans, elle aura 690 euros par mois. Si elle va jusqu'à 62, elle aura 1120 euros par mois, avec 2 enfants, sachant les études, enfin tout ce qui a trait à la vie courante, voilà. Donc on est quand même dans un métier avec de la pénibilité, hein, on le sait, puisqu'on remplit 4 critères de pénibilité. Contact avec les produits chimiques, port de charges lourdes, travail de nuit et risques psychosociaux. On veut nous enlever ça, la pénibilité, et en plus on veut nous faire travailler encore plus longtemps. Moi, j'irai pas jusqu'au bout, je pense. C'est pas comme si on devait s'occuper de gens. Ouais, oui, en plus. En fait. Parce qu'en face, il y a des... Oui. Donc, du coup, c'est plus travailler plus pour gagner plus, c'est travailler plus pour travailler plus. Voilà, exactement. Ok. Déjà, à l'époque, on n'y avait pas cru. Hein. Très bien. Enfin, est-ce qu'on peut revenir sur l'annonce qui a été faite cette semaine du Conseil d'État sur la manière dont ils ont émis un avis relativement sceptique sur la réforme? Est-ce que quelqu'un peut en parler ou on peut passer à autre chose, hein, si le sujet... Moi, je vais simplement dire, mais c'est bien connu, hein, le Conseil d'État, c'est un ramassis de gauchistes, c'est bien connu. Donc, il fallait pas faut pas être surpris de les voir dire ce qu'ils ont dit sur la réforme de leur président chéri Macron. J'imagine bien qu'au gouvernement, ils ont dû... ça a dû peut-être les surprendre... Ça les a peut-être surpris, je sais pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour eux, c'est sans doute un contretemps regrettable, c'est évident. Bon, on peut parier qu'actuellement, ça turbine à plein, que dans les cabinets ministériels, tous les conseillers sont en train de travailler, de réfléchir et d'argumenter sur les différents éléments que le Conseil d'État a amenés. Et puis, dans le courant de la semaine prochaine ou dans 15 jours, les réponses auront été amenées et le Conseil d'État pourra constater au soulagement de tout le monde que, bon, ça y est, les difficultés qui ont été soulevées sont réglées. Okay. Je plaisante un peu en disant ça, mais non, je crois que je décris à peu près ce qui va se passer. Hein. Bon. Je vous propose une toute petite pause avec Jean-Michel. Il faut que je retrouve ma feuille parce que j'ai du texte que je n'ai pas appris, n'est-ce pas? Juste, donc on n'a pas eu le temps encore de parler des mobilisations, des 60%, selon les sondages, entre 50 et 60% de la population française qui est contre cette réforme, qui est mobilisé, pas forcément toujours dans la rue, mais en tout cas aujourd'hui, on va recevoir Jean-Michel. Jean-Michel, sans qui les manifestations autour des réformes n'auraient pas la même saveur. Parce que Jean-Michel, voyez-vous, son métier c'est slogiste. Donc il va nous expliquer en quoi ça consiste. Hein, Jean-Michel. Merci. Bonjour Claire Chazal. Enchanté. J'ai préparé quand même un petit papier, hein, parce que je suis pour... voilà. Donc oui, slogiste. Alors oui, nous c'est une petite entreprise familiale hein, dans les Deux-Sèvres, à côté de Mont-Solémine, qui s'appelle Cooptif. Mais bon, parce qu'avant c'était un salon de coiffure, on avait la flemme de changer la devanture. Bref, chez nous on est slogiste de père en fils depuis 4 générations déjà.
Mon père était slogiste. Moi, je suis slogiste, évidemment. Mon grand-père était slogiste. Et mon arrière-grand-père, lui, il était pompier volontaire dans la marine marchande, mais il était un peu slogiste. Hein. Donc, slogiste, c'est simple. En gros, je suis créateur de slogans, si vous voulez. Hein. Mais attention, hein, chez nous, on crée du slogan sur mesure. Il n'y a pas de copie comique. Hein. On bosse pour tout le monde. Il n'y a pas de quoi? De copie comique. Ah oui, j'avais Vous n'avez pas pas la ref? Non, c'est pas grave. Et vous regarderez sur Internet. On bosse pour tout le monde, nous. Hein. On fait pas de la pub, les politiques. On fait aussi les particuliers. Hein, pour les mariages, la communion. Je sais pas si vous avez un gamin. On peut faire pour la communion du petit, par exemple. Il y a plusieurs formules, évidemment, hein, pour toutes les bourses. La basique, c'est le slogan sur le thème choisi par le client. Le genre de produit qu'on vend pas mal aux syndicalistes, hein, ça c'est pas mal parce qu'ils ont pas de thunes, les syndicalistes, il faut le savoir. Hein, enfin, ça c'est ce qu'ils disent, hein, parce que bon, quand on voit le nombre de saucisses qui se bouffent après les défilés, hein, enfin bon, bref, ça c'est autre chose. Par exemple, le slogan que vous avez pas mal entendu là, dans la rue pendant la réforme des retraites, le Macron d'émission là, ouais. Hein, c'est de qui à votre avis ça? C'est vous? Eh bingo, c'est nous. Ouais, c'est la CFDT là qui nous avait appelé en urgence juste avant la première manif contre les réformes des retraites. Là, ils étaient en panique les gars. Ouais, Jean-Mi, faut que tu nous sauves. Faut absolument que tu nous trouves un slogan qui claque. La CGT, ils en ont déjà 4. Nous, on a que dalle, on va passer pour des banques. Je leur dis les gars, vous inquiétez pas, je vous rappelle dans 1 heure. Ni une ni deux. Je rassemble toute l'équipe, mon frère et moi, mon beau-frère, pardon, et moi. Et vas-y qu'on s'envoie des slogans dans tous les sens, tous plus quali les uns que les autres. Hein. C'est simple, on aurait dit des punchlines d'Orelsan et Damso. Hein. Ça brainstorm dans tous les sens, on savait plus où donner de la tête. Il y avait du Macron, t'es pas un champion. Il y avait notre retraite, elle va pas être chouette. Castaner, arrête la bière. Enfin, c'est la folie, quoi. Ah oui, parce que je vous ai pas expliqué. Mais un slogan, hein, à la base, pour que ça sonne, c'est qu'il faut que ça rime, hein, pour que ça rentre dans la tête, vous voyez. Vous avez compris le truc? Ouais, je pense que j'ai compris. Ouais. Par exemple, Macron, ta réforme, tu peux te la mettre dans l'anus, on est d'accord que ça, c'est moyen. Hein. Alors que Macron, ta réforme, tu peux te la mettre... Ah, pardon, excusez-moi. Attendez. Ouais, allô? Enfin, faites vite quand même, parce qu'on a... Ouais, Jean-Marc, ouais, c'est mon frère. Ouais, Jean-Marc, qu'est-ce qui se passe, quoi? Ah non, je bosse pas avec cette cliente, hein, je lui ai déjà dit en plus. Hein. Non, mon père avait déjà refusé de bosser avec son père, et moi, non, c'est hors de question. Hein. Ouais, mais papy, c'était pas pareil, on était en 49, non, c'était pas pareil, il fallait bien bouffer. Hein. Ouais, non. Allez, relou, cette marine, là, tout le temps nous relancer. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, Macron. Ta réforme, tu peux te la mettre dans le... Je pense qu'on a compris. Vous avez compris? Par contre, ça, c'était la formule basique, on est d'accord? Ouais. Pour la formule premium, ça se passe comment? Ah, alors le premium, ma petite dame, on se plie en 5 hein, pour la clientèle. Hein. Il y a évidemment la partie réflexion, on est d'accord? Mais en plus, là, il y a la réalisation sur banderole. Hein. Alors carton, n'importe quel autre support, hein, ça peut être n'importe quoi. Et le petit bonus de la maison, c'est le slogan chanté. Parce que bon, je suis auteur, compositeur, et si besoin... interprète, exactement. Exemple, après je vous laisse hein, parce que j'ai du boulot là. Bon, on reprend Macron, ta réforme, tu peux te la mettre au fion. Par exemple, bon, lu comme ça, c'est bien, hein, mais vous avouerez que Macron, démission, c'était quoi déjà? Tu peux te la mettre dans le fion, hein, ça a quand même plus de gueule quand même. Hein. Et imaginez le truc repris par des milliers de manifestants, hein, avec Zebda, Trio et Damien 16 à fond dans la sono. Macron, ta réforme, tu peux te... Bon là, il n'y a personne, mais d'habitude, ça ambiance grave. Hein. Tenez, je vous fais un cadeau avant de partir. C'est quoi le nom de votre émission là? Bon, comme ça. À vrai dire, je vais vous trouver un slogan. À vrai dire, je l'ai. Vous l'avez? À vrai dire, pour le meilleur et pour le pire. Eh oui. Et en chanson, ça donne. Ah mais attends, je vais. Ouais, c'est à vrai dire, pour le meilleur et le pire. Hein? C'est pas mal. À vrai dire, pour le meilleur et le pire. Ça rentre. C'était pas mal. Voilà, merci Jean-Michel. La facture à côté. Ouais, pas de souci. On n'a pas de thune non plus. Hein. D'ailleurs, vous pouvez nous soutenir hein, sur Odile. On n'est pas fortunés. Voilà, c'était juste pour un peu de légèreté. On avait prévu dans un deuxième temps de donner la parole au public, mais il n'est pas assez nombreux pour pouvoir nous répondre. Est-ce qu'on peut essayer là de rapidement de proposer des pistes de solutions ou d'alternatives à cette réforme? Est-ce que déjà on croit qu'elle puisse ne pas être mise en application, ou est-ce que la mobilisation s'essouffle et puis en fait de toute manière elle va être instaurée, c'est juste une question de temps et de modalité? Et est-ce qu'on peut avoir des pistes de réflexion, des choses à soumettre à ce gouvernement?
Gérard a perdu son micro, mais je sens qu'il a envie d'y aller. Oh, bah, écoutez, je sais pas, on peut pas être devin, hein, mais je pense que ça fait à peu près 1 an et demi que la France est en révolution, hein, qu'on veuille pas. Des uns c'est comme ci, les autres c'est comme ça. Il y a peu de domaines aujourd'hui en France où les personnels sont à peu près satisfaits de ce qui se passe, de ce qu'ils vivent. Hein. C'est vrai que les attaques sont incessantes et je sais pas comment ça peut se terminer tout ça, mais je sais pas. La parole est dans la rue là aussi. Oui, mais il est bien évident qu'on ne sait pas lire on sait pas lire dans le marc de café, donc on ne sait pas trop de quoi l'avenir va être fait. Il est évident de toute façon, puis il faut quand même pas se raconter d'histoire, que les mobilisations sont difficiles actuellement, ce qui est aussi une des raisons qui explique la radicalisation d'un certain nombre d'entre nous. On le voit, on le constate dans les médias, mais ça s'explique, c'est assez classique. Hein, la lassitude arrivant, les moyens d'action finissent par devenir plus durs, plus difficiles. C'est pas forcément évident que ça permettra d'arriver plus facilement à du résultat, ça on en est bien conscient. Puis en plus, l'histoire le montre quand même largement. Pour le coup, l'histoire, elle montre quand même une chose qui est évidente et qui nous manque peut-être dans cette affaire-là. Donc on peut peut-être aussi lancer un appel aussi un peu à tout le monde. C'est que quand on fait référence aux grandes périodes où la classe ouvrière et la classe des travailleurs a obtenu quelque chose d'évident, de très important, il y a quelques dates comme ça qui ressortent. Hein. Il y a 1936 qui est quand même une référence un peu absolue. Il y a 1945 aussi, mais il y en a une autre aussi auquel on peut penser, c'est 1968, qui sont 2 moments très forts dans l'histoire sociale contemporaine en France, voire même en Europe. Il y avait dans un cas 6 millions de grévistes pendant les 15 jours où ça a duré, c'était en 1936, et en 68, 10 millions de grévistes. C'est-à-dire, et on remet ça dans le contexte de l'époque, c'est-à-dire c'est plus de la moitié des salariés qui sont en grève. Plus de la moitié des salariés. Tout domaine confondu. On a tous vu les photos, les images, les reportages qui montrent que dans l'usine du coin ou n'importe quel atelier, il était fermé, on faisait la grève sur le tas, etc., etc. Ça, c'est un point incontournable. Pour obtenir quelque chose, il faut qu'il y ait le rapport de force. Et le rapport de force, il s'exprime par des manifestations, c'est évident, par des mobilisations de ce genre-là, c'est évident, mais ça n'est jamais suffisant. Il faut avoir le soutien et l'appui de ceux qui sont dans les entreprises ou dans les services, qui doivent, par la réaction de grève, montrer déjà d'une part leur désaccord d'une manière très affirmée, mais aussi peser sur l'outil de production. C'est aussi bête que ça. Hein. Il faut arrêter l'outil de production qui touche directement au porte-monnaie des détenteurs de capitaux, des entreprises. Et puis quand ça commence à devenir un peu difficile parce que ça touche réellement au porte-monnaie, c'est à ce moment-là qu'on constate toujours que le pouvoir y cède. Bon, je ne sais pas si on peut dire qu'actuellement on en est dans cette position-là. Alors après, il y a quand même des propositions à faire. Les propositions, elles se font d'ailleurs depuis très longtemps. Hein. C'est pas une découverte actuelle. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, même si l'histoire du système à points, c'est quelque chose qui nous arrive depuis assez récemment, hein, c'est les 2 années de Macron, n'empêche que depuis longtemps, il y a des revendications pour que le système qu'on a décrit tout à l'heure puisse évoluer, puisse être plus positif, plus solidaire encore, gommer toutes ces inégalités. Bon, les revendications, les propositions, elles sont les mêmes, hein, elles n'ont pas changé, parce que c'est bien toujours la même chose. Ça passe par un certain nombre de choses. Vous l'avez dit tout à l'heure, la création d'emplois, et des emplois. Pourtant, on sait qu'il y en a. Il y a un grand sujet d'actualité depuis maintenant qui est un peu pris, qui heureusement est pris en compte. C'est la transition écologique, la transition énergétique, qui va nécessiter des créations d'emplois énormes. Là, il y a des centaines de milliers d'emplois, voire des millions d'emplois qui sont à créer réellement pour faire évoluer notre société. Donc, il faut y aller. Et on sait qu'en plus, quelques pourcents d'emplois en plus, si on dit 2%, c'est vite
9 milliards, par exemple, de cotisations supplémentaires, de cotisations sociales supplémentaires. Et on sait aussi, et il faut toujours le mesurer, si les 2% de création d'emplois, ce sont 2% pris parmi les chômeurs, les gens privés d'emploi, qui représentent 9% à peu près, l'assurance chômage, elle les économise, ces 9 milliards d'indemnités de cotisation. Donc c'est un jeu qui n'est pas perdant. Au contraire, il est quasiment à résultat nul. On peut revendiquer une augmentation du taux de cotisation qu'on a évoqué tout à l'heure. Il n'y a rien qui l'empêche, il n'y a rien qui l'interdit. Même si notre président il nous dit qu'il ne faut pas passer les 14%. Mais qui c'est qui l'a décidé, ça, en fonction de quoi? Il suffit de faire des choix qui permettent de consacrer plus d'argent à la solidarité et à la mutualisation de ça, et pour financer ce genre de système-là. Et puis, la société, elle ira bien, parce que actuellement, les taux de cotisation qu'on a, mais ils sont 3 ou 4 fois plus importants qu'il y a 30 ans. Bon, ça n'a pas ruiné la France, de loin s'en faut. Elle n'a jamais été aussi riche. Elle n'a jamais été aussi riche. Les cotisations, l'égalité des salaires hommes-femmes, et mécaniquement, ça fera des cotisations en plus, forcément. Ça s'estime, tout ça. Puis c'est pas nous, enfin, quand je dis nous, par exemple la CGT, c'est pas nous qui l'estimons. Ça, c'est la CNAV, donc la Caisse nationale qui les concerne, et la GIR-Carco qu'on a évoqué tout à l'heure. Eux, ils disent l'égalité hommes-femmes, des salaires hommes-femmes, c'est 6 milliards d'euros de cotisation pour la Caisse nationale des assurances vieillesse et 5 milliards pour les complémentaires. Vous vous rendez compte ? 6 et 5 milliards si on réussit à gommer cette disparité de salaire. Augmenter les salaires d'une manière générale, de toute façon, ça c'est une tendance, ça fait partie... Ça ne fait mal à personne. Ça fait partie des grandes revendications, ça fait mal à personne. Et puis, si nos salaires sont augmentés de 2% et qu'on en profite pour augmenter la cotisation vieillesse de 1%, au bout du compte, tout le monde est gagnant. La caisse, elle gagne plus d'argent, et puis les salaires, ils sont quand même augmentés. Donc tout le monde est gagnant là-dessus. Il faut conditionner les exonérations, parce que ce qu'on n'a peut-être pas dit tout à l'heure, mais c'est que le fameux trou de la Sécu qu'on évoque, du régime des retraites, mais même de la Sécu, mais il est sciemment creusé. Et il est déjà creusé par l'État qui passe son temps à exonérer les entreprises d'une multitude de cotisations, les bas salaires, etc., alors même qu'on sait que ce sont des trappes à petits salaires, et dans le même temps, des exonérations qui ne sont pas compensées. Donc les milliards qui manquent au bout du compte dans les cotisations, ils ne reviennent jamais dans la caisse. Donc au bout du compte, il nous manque. Et puis je termine là-dessus, il y a quand même aussi quelque chose qu'on pourrait quand même toujours remettre en avant, c'est la taxation des revenus du capital. Parce que nos salaires, ils sont taxés, ça c'est sûr. Ce qu'on consomme, c'est taxé, ça c'est sûr. Puis le salaire, le capital, lui, il est taxé beaucoup moins que ça. Ils ont même trouvé l'idée formidable de mettre une flat tax en anglais. Alors en français, ça porte un nom, mais je l'ai oublié, donc je ne sais plus comment ça s'appelle. Et c'est une ordonnance Macron qui consistait à dire, bon, au-dessus de tel niveau... Alors surtout, on ne touche plus le capital, parce que des fois que les détenteurs de capitaux, ils iraient voir ailleurs. C'est par exemple ça, c'est mise en place d'une contribution sociale sur les revenus financiers à un taux équivalent à nos cotisations sur les salaires. C'est 30 milliards d'euros de ressources supplémentaires. Et les déficits qu'on évoque, alors ça dépend des années, mais c'est des fois 15 milliards, les années un peu difficiles. Sinon, c'est 5, 7 milliards. Cette année, on a failli être à l'équilibre. Pas de bol. On voit bien on a trouvé les milliards qui manquent ce soir. On voit bien que les milliards, ils ne manquent pas. L'argent ne manque pas. C'est pas ça le problème. C'est la répartition d'argent. Et c'est où est-ce qu'on accepte de le mettre, cet argent-là. Estelle, tu voulais Moi, j'ai une autre idée. Je continue sur ma lancée des congés parentaux, maternité. Et pourquoi pas intégrer, comptabiliser ces congés dans les retraites et avoir moins de carrières hachées comme on a maintenant. Parce que pour le coup, dans la fonction publique, où normalement, puisqu'on est régi par un déroulement de carrière et un point d'indice, on peut dire que quand on regarde de façon naïve la grille, femme ou homme, on est payé de la même façon. Mais en fait, non, puisque justement, il y a les grossesses, il y a les congés maternité, il y a les congés parentaux qui sont pris
plus généralement par les femmes, et ce qui fait que chez nous aussi, dans la fonction publique, on crée ces inégalités. Donc effectivement, les prendre en compte permettrait de niveler tout ça aussi, bien sûr. Au sujet de l'égalité homme-femme, il y a aussi une chose qui est extrêmement importante, et je crois qu'on marche dessus régulièrement. Élever ses enfants, c'est aussi un boulot. Et c'est un boulot qui ne paye pas à la minute, mais c'est un boulot qui paye quand les gamins ils ont 18 ans et qu'ils ont réussi à avoir, parce que l'éducation par les parents, c'est pas tout à fait la même que par les nounous, tant si bonne soit-elle. Et là, on aura peut-être des jeunes qui auront un esprit légèrement différent. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que, et puis le temps que la femme passe à faire ça, pour moi, on n'en tient absolument pas compte, et je trouve que c'est horrible, ça aussi. C'est aussi une piste. Voilà. Tout au moins, je dirais laisser le choix. Oui, voilà. Là, c'est la femme qui parle. Au moins laisser le choix. Bien sûr, parce qu'après, il y a aussi des papas qui peuvent s'arrêter et élever leurs enfants. Enfin, voilà, donc, on pourrait d'ailleurs lancer un nouveau débat sur le sujet. Sur l'éducation. Sur l'éducation, sur le congé de paternité. Le congé paternité. Il y a un vrai sujet de discussion et de réflexion là-dessus. Oui, tout à fait. Et puis l'éducation, elle se fait aussi dans le travail. Je suis désolée, mais l'éducation, elle se fait dans le travail. Et puis dans ce que nos enfants, ils voient de notre combat, en fait, je pense. Que quand on est dans la lutte, quand on est dans dans tous les retraites, la santé publique, c'est ça aussi de l'éducation, et voilà. Ouverture aux autres. Et c'est vrai que des jeunes, on n'en voit pas énormément dans la rue. Pas assez. Alors nous, on en a vu quelques-uns. On diffusera leurs témoignages sur Odile. Heureusement qu'il y en a, il y en a même sûrement. Mais c'est vrai que malheureusement, mais en même temps, quand on avait 25 ans, est-ce qu'on se souciait de cette problématique de la même façon? Évidemment, il y a l'éducation. Moi, j'ai assisté à la sociale l'autre jour, donc on a reparlé d'éducation populaire. Là, on est en plein dedans, là aussi. Parce que c'est aussi cette éducation qui nous permet à un moment donné de faire des vrais choix. Quelle société de demain je veux pour moi, mes enfants, mes arrière-petits-enfants, etc. Alors, ça passe par l'environnement, comme on l'a dit tout à l'heure. Il y a vraiment beaucoup de pistes de réflexion. Je pense qu'effectivement, l'argent, on l'a. Mais où est-ce qu'on le met? Parce que on parlait des exonérations, etc. Mais on parlait tout à l'heure en aparté du fait qu'il y avait de moins en moins, par exemple, d'inspecteurs des impôts. Personne n'aime vraiment l'inspecteur des impôts. Mais l'inspecteur des impôts, ok, il est là pour nous contrôler, nous, mais il contrôle aussi tout ce qui est fraude fiscale. Et à un moment donné, les évasions et tout ça, ça n'existe pas que dans la tête des syndicalistes ou des gauchistes. Hein. Je crois que ça existe en vrai. Donc il y a peut-être aussi du travail pour récupérer de l'argent si on veut vraiment le faire. Alors juste pour répondre, parce que moi je ne sais pas si je suis du côté des jeunes ou du côté des moins jeunes, je suis un peu entre les deux. Mais pour avoir récolté des témoignages, on a quand même, nous, la sensation que la jeunesse, entre guillemets, est un peu dépassée parce qu'elle a un peu l'impression que c'est un peu obsolète tout ça. C'est-à-dire qu'il y a d'autres aussi sujets ô combien importants et avec des urgences peut-être dans le timing qui sont un peu différentes. Et que du coup, le système des retraites, moi je vous avoue, j'ai jamais cru. Enfin, j'ai jamais cru que j'aurais un jour droit à une retraite. Alors, je suis convaincue qu'il faut qu'on puisse participer et entendre effectivement les jeunes sur la question pour savoir comment eux ils considèrent déjà leur possibilité d'entrer sur le marché du travail, comment il y a une articulation aussi entre l'éducation et le marché du travail, parce que c'est encore un autre débat aussi avec d'autres réformes qui sont mises en place. Mais du coup, je vous invite à regarder les témoignages qui ont été récoltés dans la rue ces dernières semaines. Je vous invite à regarder aussi, à la fin de ce débat, le témoignage d'une dame qu'on a rencontrée qui avait, elle aussi, répondu à une piste de solution avec une égalité, un lissage des salaires entre les hommes et les femmes. Elle était plutôt virulente et convaincue. Et puis, je vous remercie d'avoir accepté de participer et de prendre le temps de discuter de ce sujet avec nous. On aurait pu en parler encore longtemps parce que c'est un débat technique, mais je suis ravie d'avoir pu passer ce temps avec vous et j'espère qu'on aura d'autres occasions de le faire. Merci à vous. Merci à vous. Puis on reviendra. Vous serez invités à nouveau et du coup, je vous invite à nous suivre sur odile.tv ou sur les réseaux sociaux. C'est la nouvelle année. Je vous invite aussi à faire un don si jamais vous avez trop d'argent, parce qu'en ce moment c'est un peu monnaie courante. Hein. On a besoin de vous pour pouvoir pérenniser nos activités et pouvoir se permettre des temps de discussion comme cela. Donc n'hésitez pas à faire un don sur odile.tv et à très bientôt. Bonne soirée. Dire qu'il est super bien, peut-être pas, bien sûr qu'il y a des choses à changer. Ne serait-ce déjà que mettre à égalité de salaire les hommes et les femmes. Et là, on va récupérer du fric pour payer les retraités et les futurs retraités. Ouais.